parle, si vous voulez, de multisources, d'hétérogénéité, par définition, il va falloir travailler de façon plus collaborative, plus multidisciplinaire. Par exemple, en cancérologie, si vous voulez, aujourd'hui, c'est impossible de ne pas travailler tous ensemble. Déjà, ça existe. Eh bien, il voit ça simplement, si vous voulez, utiliser cet outil pour améliorer cette collégialité. Donc, je ne suis pas très inquiet, moi. Sinon, merci beaucoup, professeur Frija, pour cette vision très futuriste. Et voilà, on va enchaîner maintenant avec la séance de cas cliniques présentée par les seniors. Et on invite professeur Sonia Neji. Je vous présente un cas clinique en neuroradiologie adulte. Voilà donc le titre du cas. Il s'agit d'une femme de 62 ans, sans antécédents, qui se présente avec un syndrome d'hypertension intracrânienne évoluant depuis 2 mois, avec des lourdeurs des membres inférieurs, des troubles de la mémoire. L'examen clinique a permis de constater une paraparésie, un syndrome frontal. Il n'y avait pas de signes généraux. Alors, vous avez à votre disposition des coupes de scanner sans et avec injection, et puis les coupes IRM. Donc, je vous laisse un petit moment pour regarder un petit peu ces coupes sans injection. C'est des coupes consécutives. Et puis avec injection. L'IRM, donc pondération T2, dans le plan sagittal et axial, avec toujours des coupes consécutives. Et puis j'ai choisi donc 2 niveaux de coupe, passant chacun par une lésion, et vous avez donc le flair, la diffusion, la cartographie ADC, le T2 étoile et la cartographie de perfusion. Donc vous avez le niveau 1 et le niveau 2. Je vous laisse regarder un petit peu. J'ai calculé ici le rapport du volume sanguin cérébral au niveau de la partie un petit peu qu'on voit antérieure. Donc au niveau de cette lésion, il est de 4,6 et la lésion au-dessus, c'est 6,5. Après injection, vous avez des coupes axiales, toujours consécutives, une coupe sagittale centrée sur les étages antérieurs et moyens, et des coupes coronales, donc antérieures et un petit peu plus en arrière ici. Alors je pourrais, si vous voulez, repasser rapidement donc le scanner, sans et avec injection. L'IRM en pondération T2. Flair, diffusion, cartographie ADC, T2 étoile et cartographie de perfusion à 2 niveaux différents, avec le rapport, le RCPV, donc sur chacune des lésions. Et puis l'injection avec les 3 plans, axial, sagittal et coronal. Alors nous allons commencer par de toutes petites questions, même si on n'a pas de boîtier. Alors quel élément serait en faveur d'un abcès apiogène? L'œdème périlésionnel, l'absence de restriction de la diffusion au sein du kyste, l'absence d'un syndrome infectieux aigu clinique, l'existence d'un nodule mural charnu hyperperfusé, l'existence de cloisons au sein des kystes. Une petite réponse? Ah, bravo Céline. Donc, l'œdème périlésionnel serait... Plutôt merci Céline. Donc, serait en faveur d'un abcès apiogène. Effectivement, on sait que dans l'abcès apiogène, on a plutôt, en raison de l'hyperviscosité du pus, un hypersignal diffusion et donc une restriction
Également, dans les abcès apiogènes, on a généralement un syndrome infectieux assez parlant. La paroi du kyste est fine et se rehausse, donc pas vraiment un nodule mural. Et l'existence de cloisons au sein des kystes ne caractérise pas spécialement un abcès apiogène. Question 2. Une hyperperfusion avec un RCPV au voisinage de 4,6 et plutôt en faveur d'un hémangioblastome, d'un kyste épidermoïde, d'un hématome, d'un méningiome, d'un astrocytome pilocytique. Une petite réponse. Un RCPV égale à 4,6. Quelles sont parmi les 5 lésions citées qui pourraient éventuellement avoir un RCPV voisin de 4,6? D. Effectivement, l'hémangioblastome a un RCPV particulièrement élevé, autour de 10. Le kyste épidermoïde est une lésion congénitale non hyperperfusée, non perfusée carrément, de même que l'hématome. Et l'astrocytome pilocytique qui se voit chez l'enfant et l'adulte jeune a, au niveau de son bourgeon charnu rehaussé, une perfusion pratiquement voisine de 1. Question 3. Quel élément sémiologique en faveur du siège extra-axial des deux lésions? L'importance de l'œdème périlésionnel, le caractère cloisonné de la portion kystique, l'importance de l'effet de masse, l'existence d'un nodule mural, l'insertion durale. E. Bravo. Devant une lésion extra-axiale kystique avec un nodule mural chez un adulte, quel diagnostic évoquer? Là, je vous laisse le choix, 1, 2 ou plus. Donc, nodule mural, kystique, quel diagnostic évoquer? Métastase, un kyste neuroglial, un méningiome kystique, un glioblastome kystique, un kyste neuroentérique. Voilà. Donc, je n'ai pas été très... CA, effectivement. Et pour cette patiente, il n'y avait pas de signes généraux, comme ça a été indiqué dès le début. Et le bilan somatique a été fait, il était normal, donc on n'a pas trouvé de primitif. Et le diagnostic retenu était donc celui d'un méningiome kystique qui était en plus donc un méningiome kystique double chez une même patiente. Donc, il y avait d'ailleurs une variété différente sur le plan histologique. Donc il s'agissait d'un méningiome kystique donc, double. Alors juste un petit rappel, le méningiome kystique donc, est caractérisé par un kyste qui peut être soit intra, soit péritumoral. Cela sous-entend qu'on exclut les microkystes au sein du d'un méningiome tissulaire. Et un auteur, c'est Nota, qui a émis donc une classification en 4 sous-groupes. Le kyste intratumoral, qui peut être centré comme ici ou excentré, et le kyste plutôt péritumoral, comme dans notre cas, qui peut être soit juxtatumoral, et je pense que les deux méningiomes qu'on a vus sont de type 3. Par ailleurs, il peut s'agir d'un type 4 péritumoral. Alors, la pathogénie de ce kyste reste discutée. Globalement, il s'agit soit d'une dégénérescence kystique ou nécrotique ou de sécrétion liquidienne intratumorale pour les types 1 et 2. Il peut par ailleurs s'agir de réactions gliales adjacentes à la portion charnue ou de cloisonnement de l'arachnoïde et piégeage de LCS dans les types 3 et 4. Plusieurs sous-types histologiques sont individualisés. Pour ces deux méningiomes-là, le frontopolaire était transitionnel et le méningiome précellaire était lipomateux. Donc il y avait coexistence de deux sous-types différents.
Alors, ce méningiome donc, est composé de deux éléments. Le nodule charnu mural, qui prend généralement le contraste de façon hétérogène, et dont le RCBV est variable selon le type histologique. C'est vrai que classiquement, dans le méningiome, le RCBV est élevé, mais au fait, c'est assez variable. Et d'ailleurs, comme on l'a vu, pour ces deux méningiomes, on avait deux valeurs un petit peu différentes, 4,6 et 6,5, donc au niveau des portions charnues. Alors, ce nodule mural a la caractéristique d'être juxta-osseux. Ça, c'est un élément important pour le diagnostic de siège. Là, on avait un au contact de l'écaille frontale et l'autre carrément au niveau du jugum cellaire. Ce nodule mural charnu juxta-osseux, sur les coupes après injection, présente une insertion durale. Même si elle est étroite, elle est visible. Donc, pour le méningiome frontopolaire, on voit bien son insertion durale ici, avec même un épaississement osseux, l'insertion osseuse. Et pour le deuxième, au niveau de la région précellaire, on voit également cette insertion durale. Le deuxième élément qui constitue ce méningiome kystique, c'est le kyste juxtatumoral. Au fait, c'est ça qui rend le diagnostic un peu pas évident. Il s'agit d'un volumineux kyste, donc qui a une large invagination dans le parenchyme, comme vous pouvez le voir ici. Ici. Et le contenu est variable, mais généralement xanthochromique, avec une concentration protéique assez élevée. Vous voyez l'hypersignal flair ici. Et le rehaussement également de ces parois est variable. Là, nous avons un rehaussement plutôt modéré et discontinu, aussi bien de la paroi que des cloisons. Alors que certains auteurs ont même rapporté, à côté de ce rehaussement relativement discret au niveau de la paroi du kyste, ils ont donc relevé un rehaussement un peu plus important et continu. Donc le rehaussement n'est pas spécifique. Ce méningiome kystique s'associe à un œdème très très important, donc relativement important, le plus souvent, avec effet de masse. Donc au fait, le problème qui s'est posé devant ce méningiome, c'était tout d'abord le problème de diagnostic de siège, parce que c'est de là qu'on va partir sur la gamme diagnostique. Donc sa taille, justement, et l'invagination du kyste qui le forme dans le parenchyme, de même que l'œdème important, donc ont laissé un peu planer le doute du siège extra-parenchymateux, d'autant plus qu'ils sont deux. Et c'est important de faire ce diagnostic de siège parce que ça va nous permettre d'éliminer d'emblée les lésions nodules charnus sur le kyste, donc d'éliminer toutes les lésions intraaxiales et de nous concentrer sur les lésions extraaxiales qui, chez l'adulte, sont composées du schwannome kystique, dont le diagnostic est facile compte tenu du siège, et il nous reste la métastase kystique et le méningiome kystique. Au fait, c'est difficile, j'ai essayé de voir un petit peu ce qui différencie les deux. Il n'y a pas vraiment d'éléments sémiologiques. Pour la prise de contraste, elle se voit au niveau de la portion charnue. La paroi du kyste, aussi bien pour la méta que pour le méningiome, peut se faire de façon discrète, importante, discontinue ou continue. Pour la diffusion, dans le méningiome, il n'y a pas de restriction. Dans la métastase, même si on sait qu'il n'y a pas de restriction non plus, mais certaines métastases restreintes en diffusion ont été rapportées. La perfusion est variable selon le type histologique pour le méningiome, mais elle est également variable pour les métastases puisqu'elle varie selon le primitif. L'œdème, on a vu qu'il était très important dans le méningiome. Dans les métastases rapportées extra-axiales sous cette forme-là, il peut être faible ou important. Voilà, donc faire le diagnostic déjà, le premier message devant une lésion tumorale kystique avec nodule mural, bien vérifier le siège, essayer d'avoir des arguments en faveur du siège extra-axial pour restreindre la gamme diagnostique.
Donc, il faut essayer de voir le siège juxta-osseux ou juxta-falcoriel et puis l'insertion durale, même si elle est étroite. Et puis, pour évoquer le méningiome kystique, il faut essayer d'avoir un ostéome d'insertion, chose qu'on avait pour un des méningiomes ici. Et puis, bien sûr, la clinique, notamment l'absence d'antécédents et un bilan somatique normal permettrait d'éliminer une métastase. Je vous remercie pour votre attention.